Bonjour à tous. Nous allons essayer de rattraper le tout petit retard qui a été pris et puis essayer de vous donner la parole un petit peu plus. Ce sont les recommandations des organisateurs, sages recommandations. Donc Jean-François Thébault, j'ai le plaisir et l'honneur d'intervenir ici. Je suis président du Haut Conseil du DPC et conseiller scientifique au HCAM qui effectivement organise aujourd'hui un séminaire auquel j'irai assister tout à l'heure. J'ai le plaisir de vous présenter Anne-Marie Armenteras de Saxé, qui a un parcours extraordinaire au sein de tout ce qui se fait de mieux dans la représentation hospitalière, assistance publique, ARS d'Île-de-France, DGOS, et maintenant membre du collège de la Haute Autorité de Santé, avec une caractéristique particulière, c'est que tous les gens qui ont travaillé avec elle, et que je connais, en ont eu une impression non seulement de grand humanisme, de grande empathie, mais d'une extrême efficacité et compétence. Et il n'a pas laissé de mauvais souvenirs nulle part, au contraire que de très bons souvenirs. Voilà, je laisse mon co-animateur présenter l'autre intervenant. Alors Pierre Marès, moi je suis gynécologue obstétricien, universitaire également. Et j'ai le plaisir de vous présenter Jean-François Méder, qui est radiologue, mais aussi et surtout président de la Société française de radiologie, dont on connaît à la fois l'importance, la place et la reconnaissance au niveau international. Je le laisserai compléter pour les éléments complémentaires. Oui, c'est un très beau plateau qui est organisé ici, notamment sur ce titre « La qualité, un levier de l'efficience ». On va revenir un petit peu sur les termes, car nous avons deux représentants qui ont chacun dans leur domaine énormément à travailler, justement, pour une amélioration de la qualité, que ce soit les radiologues qui ont été une des premières spécialités avec les anesthésistes à s'intégrer dans des démarches qualité de longue date, ou que ce soit Anne-Marie au sein des établissements, et actuellement qui porte la recertification au sein de l'HAS, et notamment la nouvelle version V24, 22 V2020, pardon, excusez-moi, V2020, aussi bien. Alors, le titre « La qualité, un levier d'efficience ». Le mot levier est extrêmement intéressant. En revanche, je serais moins, enthousiaste sur le mot de l'efficience. J'aurais préféré, comme ça a été dit tout à l'heure par le docteur Moore, qu'on mette pertinence, parce que l'efficience, c'est le rapport du coût et de l'efficacité. Donc ça introduit tout de suite une notion financière qui peut pervertir un petit peu l'esprit du débat. Alors que la pertinence, comme ça a été dit tout à l'heure, la pertinence, c'est des soins appropriés aux patients, le bon soin au bon patient. La pertinence, c'est une pertinence collective, mais aussi une pertinence individuelle dans une délibération partagée. Donc personnellement, j'aurais pu préférer le mot pertinence au mot efficience. Mais le mot qualité est le mot central. Donc, est-ce qu'une démarche qualité dans un établissement, Anne-Marie, la mise en place de cette démarche peut réellement être une amélioration pour la qualité, la pertinence, la sécurité des soins? Et qu'est-ce que vous faites pour aider dans cette démarche les professionnels et les encadrants? Alors, merci. Bonjour à tous, merci. Je voudrais, si tu permets, Jean-François, repartir un tout petit peu plus haut pour reprendre un peu de façon un peu macro comment on peut considérer que la qualité est un levier. Un levier, ça veut dire un moyen d'action. C'est intéressant de se poser la question comme ça. Parce que plutôt, et plus généralement, lorsque nous entendons parler de qualité, nous en entendons parler après le processus de soins, plutôt comme un regret, parce qu'elle n'est pas au rendez-vous. Avec tout ce que coûte le système, avec tous les investissements qui sont faits, comment est-ce qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de coordination, il n'y a pas beaucoup de pertinence, il n'y a pas de bons résultats. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on attrape la question de la qualité. Quand on ne l'attrape pas, comme beaucoup dans les établissements de santé ou dans les établissements sociaux et médico-sociaux, avec un métier c'est la fonction et le travail de l'ingénieur qualité. C'est vrai, et si je peux me permettre de t'interrompre, on a beaucoup entendu parler dans les premiers temps de la HAS ou même aux États-Unis du coût de la non-qualité. Voilà, et très peu de l'efficience de la qualité. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant
de la considérer comme un levier. Mais qu'est-ce qu'on a appris qui nous permet de dire que c'est en partant de la qualité qu'on peut s'interroger pour avoir un bon résultat? Ce qu'on a appris, c'est que tous ces composants dont on parlait, les tables rondes précédentes que vous connaissez par cœur, qui sont l'efficacité, c'est-à-dire le bon résultat, qui sont la coordination, qui sont la sécurité, qui sont la pertinence, on peut en avoir d'autres, tout ce qui fait la valeur en santé. Ce qu'on a appris ces derniers temps, c'est que l'axe avec lequel on devait les mettre en pratique, il était à la fois global et il était local. Je n'y reviens pas, ça a été merveilleusement expliqué dans les tables rondes, dans la table ronde précédente. Global, parce que plus aucun patient n'appartient à un seul professionnel, à une seule structure. Global, parce que sans l'engagement des professionnels, et Daniel Toupillet et son co-animateur l'ont bien expliqué, tous ces composants de la valeur en santé ne sont pas mis en œuvre s'il n'y a pas l'engagement des professionnels. Et puis c'est glocal, parce que sans la spécificité des territoires, et ils viennent d'en parler, eh bien, tout ceci serait vain. On n'a plus aujourd'hui une qualité générique et universelle, que l'on soit à Roubaix ou à Perpignan. Et c'est donc ce qui a amené depuis quelque temps des agences sanitaires dans le monde et un certain nombre de pays à se dire il y a des familles qui conditionnent la qualité, et je vais essayer de regarder comment ces familles peuvent s'appliquer à ma politique de soins et de santé ou à ma politique managériale dans les établissements. Mais tu dis, on a appris, vous l'avez appris dans la littérature internationale, il y a des références, parce que généralement c'est plutôt de la littérature grise qui nous explique. Est-ce qu'il y a des preuves de tous ces engagements? Est-ce que vous avez un substrat scientifique qui vous permet de fonder ces raisonnements? Alors, ça, c'est très intéressant, parce que on a trouvé, effectivement, et nous allons publier les documents bientôt, donc je vais utiliser là des termes très généraux, et il y aura ensuite le document validé par le collège. Nous avons regardé dans plusieurs centaines d'analyses et de méta-analyses avec les critères que tu connais par cœur, de pertinence des publications, ce qui s'écrivait dans la littérature scientifique internationale sur les composants de la qualité. Et on trouve dans tous ces pays, et vraiment très fort dans la totalité de cette littérature, 4 familles qui vont vous parler à tous. La première famille, c'est la famille des parcours. Et là, il faut commencer à rentrer dans le dur. Et je vous assure qu'on rentre dans le dur avec la Caisse nationale d'assurance maladie, puisque la ministre Agnès Buzyn nous a demandé, Haute Autorité de Santé et Assurance Maladie, de décrire une dizaine de parcours de maladies chroniques, de les décrire avec les points de maillons qui sont les étapes de rupture de parcours, de façon à pouvoir s'adresser à des communautés de professionnels dans un territoire et leur dire « Attention, est-ce que vous pouvez regarder, voir, faire des indicateurs qualité ?» Première famille. Les 2 premiers, je crois, c'est l'ostéoporose et l'insuffisance cardiaque. Alors, on a beaucoup changé, donc c'est la BPCO. Le premier sur lequel nous sommes en train de travailler, mais je crois qu'il y a de l'insuffisance cardiaque dans l'air aussi. Mais là, notre pilote, c'est la BPCO. Il est intéressant, cette maladie respiratoire invalidante, puisqu'il n'y a pas un seul professionnel, en règle générale, qui suit son patient. La deuxième famille, c'est la famille des compétences et des expertises dans le territoire sous l'angle de la gradation. Ils sont tous unanimes. Plus personne ne peut tout faire tout seul dans un endroit qui n'est pas un endroit maillé. Et donc la gradation, Agnès Buzyn en parle, il appartient aux régulateurs durs, ceux qui font les autorisations, voire les tarifs, de dire à quelles conditions il y a de la gradation dans un territoire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des niveaux, mais ce point est un point absolument important, surtout lorsqu'il y a des déserts médicaux et territoriaux, parce que via le numérique, via des organisations innovantes, il faut qu'on arrive à exprimer cette
les bonnes compétences au bon endroit pour un bon parcours. Et puis je m'arrêterai sur la troisième famille. La troisième famille, c'est la notion d'équipe. C'est vraiment la notion qui est fortement émergente dans la littérature internationale. Et c'est la suite de la discussion quasiment de l'engagement des professionnels, parce que l'équipe, elle donne du sens, parce que l'équipe, elle protège. L'équipe, c'est pas seulement l'équipe dans un établissement. Dans un établissement, un équipage, c'est pas une équipe. C'est-à-dire une suite d'intérimaires qui se succèdent, c'est pas une équipe qui s'interroge sur ses résultats et qui fait sens, qui cherche le sens. Et dans un territoire, une équipe, ce sont des professionnels qui décident de travailler ensemble, contractuellement ou pas contractuellement, mais dans le cadre du parcours. Voilà, ce sont les leviers, on pourrait dire, de ce qu'on trouve dans la littérature internationale pour faire de la qualité, c'est-à-dire de la sécurité, de la pertinence, de la capacité d'innovation et surtout le bon résultat au patient. Et pour pouvoir s'interroger sur le bon résultat au patient, voilà ces leviers que vous devez utiliser. Alors, en pratique, dans la certification, donc V2020, puisque tu as repris sur... Comment vous allez faire pour passer d'une certification qui paraissait très technique à ce que tu viens de dire, une évaluation réellement des impacts sur le parcours? Comment faites-vous? Alors, on a d'abord beaucoup écouté les professionnels. On a discuté avec nos collègues à l'échelle internationale et dans une organisation internationale qui s'appelle l'ISQUA. Ce qui est sûr, et en tout cas, on a fait nôtre cette conviction-là, c'est que la certification, c'est de l'évaluation externe. C'est le Parlement et le pouvoir exécutif qui demandent à une agence, en l'occurrence la Haute Autorité de Santé, de certifier à chaque citoyen que l'endroit où ils vont se faire soigner est un endroit qui requiert de la qualité dans les prestations générales. Cette évaluation, si elle n'est pas appropriée par les professionnels, si elle n'a pas l'engagement des professionnels, elle ne sert pas à grand-chose. Elle sert à satisfaire un processus et donc on dépense de l'argent, de l'investissement pour faire un processus qui s'intéresse au processus. Donc on a décidé de rompre avec cela et je le disais un peu tout à l'heure, de réunir ce que nous avons compris, c'est-à-dire de faire une évaluation qui ait un sens pour les professionnels. Et ce sens, c'est quelles sont les 2-3 orientations qu'ils vont pouvoir porter pour dire ce qu'on fait a un sens et on participe à la progression de la qualité en santé. Et donc, c'est faire des critères qui s'intéressent à l'engagement du patient dans la certification des établissements de santé, mais je suis aussi en train de lancer l'évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux, et c'est la même chose, c'est l'engagement de la personne accompagnée. Comment est-ce qu'on la rend davantage acteur de son parcours ? Pas l'informer, mais comment est-ce qu'on va vers la codécision ou comment est-ce qu'on va vers l'autodétermination d'un parcours quand on est en situation de handicap ou en situation vulnérable. La deuxième chose, je le disais un peu tout à l'heure, c'est insuffler une culture du résultat et de la pertinence. Autrement dit, le cœur, on pourrait dire, de cette certification, c'est comment une équipe s'interroge sur ses résultats pour faire progresser ses résultats en utilisant l'expérience du patient pour faire progresser l'engagement du patient. Merci beaucoup. 2 mots, donc c'est un mot, approprié. C'est approprié aux professionnels et c'est approprié aux patients. Oui, c'est ça. Je vous remercie de ces remarques et c'est vrai que le mot qualité peut prêter à caution, mais avec ce que vous avez dit, on a un regard qui est différent parce que qualité, ça peut être la qualité du budget, c'est-à-dire est-ce qu'on a équilibré les budgets. Ça peut être la qualité de l'environnement, ça peut être la qualité du management, ça peut être aussi, et merci de l'avoir dit, la qualité médicale. On est très content. Alors, ce que j'aurais tendance à poser comme question à Jean-François Médère, parce que c'est un domaine très spécialisé, c'est comment on fait que ces leviers sont utilisés, parce que depuis 10 ans, on n'a pas que des mauvais médecins. Or, on a l'impression que ces leviers, on ne sait pas les utiliser. Donc, quels sont les éléments que vous proposeriez à travers votre expérience pour dire que ces leviers sont appropriés par les acteurs de terrain et pas seulement par les médecins? Merci beaucoup. Vous m'aviez demandé de me présenter.
Je vous rappelle, donc je suis radiologue et je suis radiologue à exercice public exclusif puisque je travaille dans un hôpital à proximité et ceci peut teinter parfois mes réponses. Lorsque j'ai vu le titre de cette séance, qualité et levier de la pertinence, je me dis c'est bien évident la qualité et le levier de la pertinence. Et puis pour m'en convaincre, j'ai lu un peu quelques papiers concernant la qualité de l'entreprise et visiblement il n'y a pas de discussion à ce sujet. Et puis après réflexion, et quand j'ai essayé d'appliquer ça au monde de la santé, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe. Comme Anne-Marie l'a souligné et comme vous venez de le souligner, la définition de la qualité est elle-même très complexe et elle est multidimensionnelle, la qualité. Et puis les indicateurs de qualité sont eux-mêmes parfois un peu discutés ou discutables parce qu'ils orientent soit vers un parcours, soit vers un résultat, soit vers un acteur. Et il est difficile de voir l'adhésion de tout le monde. Je me permettrai de dire que mes réserves aujourd'hui, quand on parle de qualité, de levier de l'efficience, sont de deux ordres. Le premier tient compte à l'ambiance générale qui existe actuellement dans le monde de la santé, et je crois que ça a été relevé par un précédent orateur. Et le deuxième qu'on touche, comme l'a dit Anne-Marie, à l'adhésion de l'ensemble. Alors concernant l'ambiance actuelle, l'ambiance, on est tous d'accord que peut-être un des mots qui revient le plus souvent, c'est le mot économie. Peut-être qu'un des mots qui revient régulièrement, encore ce matin aux informations, c'est la difficulté à l'hôpital et le sinistre et le caractère sinistré de certaines spécialités. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est bien évidemment cet état de fait, mais aussi le fait de voir quelques méthodes de guérison de ces difficultés que sont la télémédecine et l'intelligence artificielle. Et j'ai très peur que pour vouloir utiliser très rapidement ces outils qui sont très intéressants par ailleurs, mais pour vouloir les utiliser très vite pour penser quelques plaies, eh bien on transforme beaucoup le parcours de soins et ça sera préjudiciable pour les années à venir. Le deuxième point, si vous permettez, c'est l'adhésion de l'ensemble. Et je me permettrai d'évoquer une expérience récente qu'a connue la radiologie. Je peux parler de la radiologie. C'est que... Au contraire. Nous avons établi il y a de nombreuses années un référentiel qualité. Ce référentiel qualité concernait essentiellement la radiologie libérale et puis il a été adopté par l'ensemble de la spécialité. Et nous avons souhaité, à la demande de la DGOS d'ailleurs, revoir ce référentiel. Et nous avons souhaité que ce référentiel soit discuté avec des collègues, qu'il soit multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il concerne aussi les médecins nucléaires et les radiothérapeutes. Ça s'est fait dans ces étapes préalables et ces étapes de rédaction du référentiel. Le projet a été porté par l'AFNOR, ou va être porté par l'AFNOR. Et puis, on voit apparaître un autre référentiel qui est porté par le COFRAC. On n'a rien contre le COFRAC. Limite, on ne sait pas qui est le COFRAC. Mais on regarde ce qu'a fait le COFRAC en biologie et on se rend compte que le temps passé et l'argent dépensé est peut-être deux notions très inquiétantes qu'il faut avoir à l'esprit. Et le deuxième point qui nous a beaucoup inquiété, c'est de voir que le référentiel du COFRAC a été établi par des non-radiologues ou quelques radiologues qui ne représentaient pas la spécialité. Et je me demande aujourd'hui comment on va pouvoir lutter contre la présence du COFRAC et comment va-t-on pouvoir garantir que la spécialité qui souhaite porter ce référentiel avec la Haute Autorité de Santé, comment va-t-on faire pour qu'il y ait une adhésion de la spécialité? Et moi, je crois que là, ça va être extrêmement compliqué. Alors, vous venez de soulever plusieurs problèmes. Il y en a un sur lequel je voudrais quand même souligner la qualité des radiologues en France. C'est que la mise en place de protocoles et de recherche de qualité a changé tout ce qui était le dépistage du cancer du sein avec une qualité et d'appareillage et de lecture absolument phénoménale. La deuxième notion, c'est que vous avez souligné la notion d'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas paraphraser, mais Luc Julia, qui est le directeur monde de la recherche chez, je crois, Samsung, a dit qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, il y a des moyens intelligents qui sont mis à disposition. Et je dirais, est-ce que vous ne pensez pas que si on a des outils qui nous aident à lire les mammographies, par exemple, je suis gynécologue, est-ce que le temps gagné ne pourrait pas être passé pour expliquer les mammographies aux patientes
en termes de qualité. Là, vous soulignez l'excellente utilisation de l'intelligence artificielle ou des outils artificiels. Il y a déjà des aides, des systèmes d'aide au diagnostic qui sont utilisés et qui ont apporté un confort de lecture et permis d'avoir du temps, un peu plus de temps. Le problème, c'est l'utilisation intensive d'outils de lecture, des diagnostics qui sont posés maintenant par des machines, la compétition qu'il y a entre l'homme, entre guillemets, ou le radiologue et la machine, et se dire, bon, finalement, il y a une très grande proximité entre les performances de la machine et celles de l'homme, donc pourquoi ne pas remplacer ça par la machine ? Là, on va très très loin, et on sait qu'il y a des systèmes qui sont mis en place, qui vont très loin, et ceci est relayé par certains, d'ailleurs, personnes qui pensent savoir tout de l'avenir et qui prédisent la disparition de la spécialité. Alors justement, je pense que vous soulignez cette dimension de qualité. Si on tient à cette dimension de qualité et à la relation du patient, puisque ce que vous avez souligné, c'était le résultat auprès du patient, pas le résultat auprès de l'évaluateur. Et si on garde ça, je pense que votre société, comme notre société médicale, vont garder une place. Par contre, vous avez soulevé quelque chose auquel je tiens. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans les évocations de différentes structures. C'est ce que j'appelle les injonctions paradoxales. Je ne vais pas parler du cancer du col pour parler des injonctions paradoxales, mais ce que vous évoquez, on a parlé de l'économie en silo tout à l'heure. Est-ce que les décisions ne se font pas aussi en silo ? Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à nos tutelles de travailler transversalement comme ils le demandent au niveau des acteurs de terrain, parce qu'on reçoit des injonctions qui viennent de l'HAS, qui viennent de l'ENCA, et qui ne sont pas les mêmes. Comment vous faites pour maintenir de la qualité ? On essaie de faire comme vous. Il y a aussi un autre guide qui a été rédigé il y a quelques années, justement avec la Haute Autorité de Santé, qui est le guide du bon usage, qui a été revu, et nous avons décidé de le réactualiser, non plus prioritairement par spécialité, mais avec les spécialités que l'on pourrait qualifier de transversales, à savoir la médecine générale, les gériatres, les pédiatres et les urgentistes. On ne méconnaîtra pas la nécessité d'un travail commun avec les spécialités d'organes, mais je pense qu'une approche par spécialité transversale est capitale, et c'est ce que nous mettons en place. Jean-François, vous m'avez coupé la question, parce que justement, je voulais vous poser cette question sur le guide de bon usage de l'imagerie, puisque c'était le titre, qui est un outil remarquable, et je voulais vous demander comment les professionnels se le sont appropriés, et notamment les professionnels non radiologues. Et puis, j'avais une question donc également pour Anne-Marie, qui a dit, moi je l'ai entendu, que l'évaluation externe, il fallait plutôt la vivre comme un incitatif, un levier d'incitation ou de stimulation. Alors, est-ce que l'introduction dans l'article 42 du PLFSS de cette année, et qui menace de sanctions les établissements via le CAQES qui ne respectent pas le programme de pertinence, est-ce que tu considères que c'est un incitatif positif, une stimulation ? Quel est ton point de vue sur ce type d'incitatif ? Sur l'appropriation de l'utilisation. Alors, elle est notoirement insuffisante, et Dieu sait qu'on a fait ce qu'on pouvait, en particulier le guide du bon usage est enseigné en faculté auprès des plus jeunes. Ce qui manque, là, c'est la structure relais. Et nous n'avons pas, je pense que c'est une discussion que nous avions eue d'ailleurs à la Haute Autorité de Santé, comment fait-on pour toucher les collègues demandeurs et les amener peut-être parfois à modifier des habitudes qui sont pour certains très anciennes. Ça, c'est extrêmement compliqué. Et la seule spécialité n'y arrivera pas, donc on a besoin... Je vais pas prêcher pour ma paroisse. Une orientation prioritaire dans le cadre du DPC sur ce sujet serait pas... Ça serait très intéressant. Parce qu'elle existe, hein, le bon usage. On va vous la soumettre. Oui. Anne-Marie, et puis on va passer les questions à la salle, si vous voulez bien. Oui, avant de répondre à ta question, juste un mot pour souligner, parce que ça, je l'ai vu, l'impact positif des travaux qui ont été faits dans l'élaboration du référentiel qualité, d'abord par la Société française d'imagerie, puis ensuite dans les travaux communs avec la Haute Autorité de Santé, et le fait qu'ils sont partis de quels sont les objectifs d'amélioration des résultats que nous souhaitons, que nous pouvons faire, et donc comment est-ce qu'on décrit les pratiques des professionnels. Et c'est vraiment ça la qualité. Aujourd'hui, on sait
que des documents, fussent-ils rédigés par des gens très savants, qui décrivent des procédures théoriques et générales, ne sont pas appropriés par les professionnels. C'est toute la question du débat, c'est toute la question de l'impact des travaux sur la pertinence. Et c'est vraiment, Dominique Meigne est là, et toi aussi, vous êtes là pour en témoigner et contrôler mes paroles si je m'égare. Mais vraiment, un des principes forts des travaux de la Haute Autorité de Santé, c'est de travailler avec les professionnels, avec la littérature scientifique, avec les professionnels, l'expérience des experts, de façon à justement regarder quelle est la marge de plus que je peux franchir. Alors, ensuite, incitatif, voilà, incitatif financier, punition, etc. À la fois la Haute Autorité de Santé en 2016-2017, à la fois moi dans mon rôle de régulateur au ministère, nous avons été d'accord pour créer un incitatif, un incitatif à la qualité et positif, et tu as raison de le dire, positif, et qui est négatif lorsque les établissements ne l'ont pas, au regard de la justesse des moyens dont ils bénéficient. Et Agnès Buzyn a souhaité faire monter d'un cran, il est passé de 50 millions, je ne sais plus exactement, à 300 millions, enfin, en tout cas ça va être décidé dans le PLFSS, ou 200 ou 180, enfin peu importe. En tout cas l'idée est vraiment de le faire progresser. Moi je suis assez favorable à cela. Pourquoi ? Je suis favorable à une condition, c'est si l'incitatif, il n'est pas sur de la production de procédures ou de la production d'objectifs inaccessibles. Je suis favorable à cela si, comme cela avait été conçu en 2016-2017, et ça l'est encore aujourd'hui, l'incitatif financier vient dire aux communautés « travaillez sur vos résultats et améliorez-les ». Et la Haute Autorité de Santé ne dit pas « c'est ce résultat-là qui est le bon ». Elle donne des grandes fourchettes et elle met dedans quand même de la dynamique, de l'amélioration. La différence avec les CAQES. Les CAQES, c'est un acronyme horrible, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. On sait qu'il y a le Q de qualité, le C de contrat. Bon, c'est donc un contrat... un contrat, mais j'ai fait ça quand j'étais à l'ARS, c'est un contrat donc entre l'assurance maladie, l'agence régionale de santé et un établissement de santé sur des sujets précis quand même, qui sont voilà, qui sont des programmes pertinents sur le médicament, qui sont des programmes pertinents sur les transports, et qui dit vous, en fonction de ce que vous faites, si vous faites différemment l'année prochaine, je vous enlèverai de l'argent. Donc c'est une façon pour l'assurance maladie et pour le coup, l'agence régionale, elle est là pour corroborer ou en tout cas appuyer, de faire son contrat avec l'établissement. Dans le domaine de la relation avec, voilà quel est un référentiel qualité comme celui qu'il y a dans l'imagerie ou comme notre nouveau référentiel dans les établissements de santé, on est plutôt sur une question de cible. Quelqu'un disait tout à l'heure, il y a la cible et il y a le chemin. On est sur une question de cible et on est ensuite sur comment est-ce qu'on peut vous encourager pour que vous progressiez vers cette cible. Donc voilà, on n'est pas exactement dans la même situation. Mais très heureux de l'entendre. Ouais, merci beaucoup. Alors notre organisateur veut qu'on s'arrête, mais on est 5 minutes en deux. Pour des questions. Voilà, donc on va quand même prendre une question ou deux pour pas frustrer la salle, s'il vous plaît. C'est sur un sujet aussi ample, il y a de multiples questions, bien entendu. Nous avons été très schématiques, voire réducteurs. Oui, Jean-Paul Bérégier, 2 questions un peu provocatrices. Radiologue de son état. Radiologue de mon état. La première, il n'y a pas d'ordre de préférence. La première question, c'est est-ce que l'HAS va pousser le programme accréditation des médecins ou des équipes? Quelle relation avec le DPC? C'est toujours un peu nébuleux pour nous. Le privé est toujours un peu favorisé dans les financements, le public l'est pas. Ça permet de faire justement une évaluation par les pairs, ce que vous préconisez, et qui lutterait finalement contre les coûts
l'OFRAC ou d'autres organismes qui pourraient venir contrôler la SN, etc. Première question. Deuxième question, c'est sur la notion de... On demande trop d'examens de radiologie, on en fait trop, soi-disant un problème de pertinence, c'est la faute des radiologues, etc. Mais finalement, il y a le guide de bon usage, il n'est pas forcément respecté. Il faut s'intéresser aux autres spécialités, mais c'est vrai aussi pour la gynécologie. Petit pic, on fait trop d'hystérectomie en France par rapport aux autres pays. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas finalement sensibiliser également les patients? Il y a des représentants patients dans la salle. Est-ce que, voilà, il y a un moment donné, il faut les impliquer? Et vous avez dit transparence, transparence, le patient au milieu. Est-ce qu'il n'y a pas des campagnes grand public que l'on pourrait faire? Sur l'accréditation, c'est une des recommandations du rapport chargé produit. Et vous avez dans la salle Eric Osselter qui s'occupe de ça. Vous pourrez lui poser les questions, il vous donnera le planning. Mais l'extension au public, aux établissements publics, est prévue dans le rapport chargé produit. Alors vous devez vous adresser à lui. Excuse-moi d'avoir coupé, mais c'est pour rapide. Juste pour dire que la Haute Autorité de Santé pousse à fond, parce que ce programme d'accréditation des médecins, il est un bon exemple de la construction de l'équipe autour d'objectifs de qualité qu'elle se fixe, qu'elle se surveille au regard des recommandations de bonnes pratiques. Donc vraiment, on pousse à fond ce sujet-là. Jean-François, responsabilisation des patients. Jean-Paul a donné la réponse. La réponse est évidente, bien évidemment. Et on essaie de les toucher. Il y a quand même une course au diagnostic à tout prix, qui est à la fois demandée par les patients et par quelques demandeurs. C'est très difficile de responsabiliser des gens qui ne sont pas très compétents par définition et qui sont engagés personnellement dans la démarche. Ça demande, comme l'avait dit tout à l'heure à plusieurs reprises Anne-Marie, c'est vraiment la décision partagée et l'explication. Mais ça prend du temps. Oui, mais la qualité se lie à une notion de confiance. Parce que le problème, c'est pas parce qu'on a relu Internet qu'on est devenu compétent. Et cette confiance de l'un à l'autre me paraît indispensable. Oui, c'est ce que Michel Serres appelait l'inversion du principe la présomption d'incompétence. Voilà. Merci beaucoup. Désolé d'avoir été aussi rapide. Voilà. Renaud, une seconde. Renaud, on n'a pas le frustré. Ah, une question quand même. Excusez-moi. J'ai une question qui est aussi un appel à observer. Monsieur Meder a déjà évoqué le sujet, la biologie. Parce qu'on voit bien que la qualité, tout ce que vous dites, forcément, on y souscrit de ça. Mais il y a un usage de la qualité, de son concept et de son résultat par parfois les tutelles, qui me paraît très dangereux et qu'il faut que l'ensemble de la communauté médicale soit très vigilante. Parce que, par exemple, sur la biologie, qu'est-ce qu'on voit? La biologie médicale, qualité, très bien. Les professionnels ont essayé d'abord de le prendre en main eux-mêmes. Ça a été ensuite confié au COFRAC. Et la logique derrière, c'est que qualité égale standardisation égale industrialisation. Et ça veut dire quoi? C'est que derrière, dans le process, il n'y a plus les professionnels de santé. Et on estime que du coup, des spécialisés comme celles-ci, puisqu'elles sont standardisées et industriables, peuvent être confiées à des investisseurs privés et complètement ôtées des mains des professionnels de santé. Et je pense qu'il y a quelque chose, une pédagogie à faire des instances qui prennent certaines décisions là-dessus, parce que c'est un biais qui est quand même qu'enfourche au nom de l'économie un certain nombre de décideurs. Je pense que ça n'appelle pas de réponse. Oui, mais c'est pas parce que c'est un excellent collègue que ce n'est pas une bonne question. C'est une excellente question. Hein. Oui. Ouais, c'est quand même une excellente question, je trouve. Dominique Meigne. Comme je suis libéré des obligations d'HS, je dirais ce que Anne-Marie et même toi pensent, c'est que c'est pas une question de pédagogie, c'est une question de bagarre et de confrontation. Exactement. Donc l'HS avance avec les professionnels. Soyez derrière l'HAS pour empêcher cette culture de la normalisation par le grand mouvement très international, très industriel autour des normes ISO, de s'emparer de notre secteur et laissez-le sous le pavillon qui est celui de la qualité que nous défendons. Tu es devenu un vrai homme de communication. Soyez aussi derrière l'UC2M, dis-le leur. Allez, merci beaucoup. Bravo.